Pouvez-vous décrire le couteau utilisé pour la poignarder? Well, explain what a French knife. It's a chef knife, Is it long? Okay. Ce seraient les propos glaçants d'Afani Mohamed, employée de McDonald's, accusée d'avoir tué sa responsable de sang-froid en la poignardant. Elle vient d'avoir une audience cruciale où des images de vidéosurveillance du crime présumé ont été montrées au tribunal. Son interrogatoire a été rendu public pour que tous le voient. Mais il a été rapporté qu'un parent de la victime s'est présenté au tribunal avec un couteau. Et cela a plongé toute l'affaire dans un chaos total. Nous allons en discuter tout de suite. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis J.C. Weber. Maintenant, vous pourriez penser cela. Un membre de la famille d'une femme qui aurait été poignardée à mort par une collègue s'est présenté à l'audience du tribunal de la prévenue avec une arme présumée. Que cela serait la mise à jour la plus folle, l'allégation la plus folle dans une histoire que nous couvrons depuis des mois. Peut-être pas. Il y a tellement de choses à dire en ce moment sur l'affaire incroyablement troublante et étrange d'Afani Mohamed, âgée de 27 ans. Maintenant, tout cela aurait commencé lorsque Mohamed s'est mis à fulminer sur les réseaux sociaux à propos de sa responsable, Jennifer Harris, dans un McDonald's à East Point, Michigan. C'est une tyranne, je te le dis, c'est une tyranne. Quelqu'un va finir par faire quelque chose à ce sujet. Mais c'est pas drôle, ce n'est pas juste, ce n'est pas du tout drôle. Donc tu sais, elle peut continuer à être une tyranne si elle veut, mais cette merde va finir par lui retomber dessus. Cela s'est terminé avec Harris, mère de 6 enfants de 39 ans, morte. Et les autorités affirment que le 10 juillet, Mohamed s'est disputé avec Harris après qu'elle ait dit qu'on l'avait renvoyé chez elle plus tôt. Selon les enquêteurs, Mohamed, à gauche, est resté un moment dans sa voiture avant de revenir avec un couteau. Et lorsque les policiers sont arrivés, Harris aurait été poignardé jusqu'à 15 fois, 13 à 15 fois. Et un client armé serait apparemment intervenu pour empêcher Mohamed de s'enfuir. C'est ce qu'affirment les autorités. Maintenant, Harris, elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, mais elle est décédée plus tard de ses blessures. Pour vous donner une idée de ce que vont apporter ces dernières mises au jour et cette audience au tribunal, je souhaite simplement revenir brièvement sur ce que les autorités ont exposé lors de l'audience de juillet, selon leurs affirmations. Le jour où Harris aurait été poignardée par Mohamed. Avant l'agression, Mohamed, renvoyé chez elle par Harris pour n'avoir pas fait son travail, lui a dit « Je reviendrai ». Mohamed a été arrêté sur place et le couteau retrouvé. Mohamed a avoué vouloir tuer Harris et a dit qu'après avoir été renvoyée, elle est allée en voiture dans un parc voisin. Elle est revenue et a poignardé Harris avec un couteau de son véhicule. Lorsque Mohamed est revenu poignarder Harris, elle est entrée par l'arrière, le visage dissimulé par un masque à capuche. Elle a tenté de fuir après le coup de couteau, mais a été arrêtée par un client armé. Ainsi, Afeni Mohamed a été inculpé de meurtre avec préméditation au premier degré. Nous parlons de la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et de port d'une arme dangereuse avec intention illégale. D'après ce que nous comprenons, cela équivaut à jusqu'à 5 ans de prison. Elle est également inculpée, apparemment en tant que récidiviste. C'est une qualification qui découle apparemment d'une condamnation antérieure pour coup de couteau en Virginie, là, sur son petit ami de l'époque. Elle avait eu une peine avec sursis dans cette affaire. Elle a été jugée apte à comparaître, ce dont nous avons parlé dans un épisode précédent de Sidebar. Mais maintenant, nous devons parler de ce qui vient de se passer l'autre jour au tribunal lors de l'audience préliminaire de Mohamed. Y a-t-il assez de preuves pour faire avancer l'affaire? Y a-t-il suffisamment de raisons probables de penser qu'elle a commis le crime? Et est-ce que cette affaire doit être renvoyée devant la cour de circuit? Beaucoup de sujets à discuter, notamment la garde à vue de quelqu'un. Très bien, laissez-moi donc inviter l'avocat de la défense pénale, Neil Rockheim, pour en parler davantage. Neil, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Il y a beaucoup à aborder. Je voudrais commencer par l'une des choses les plus incroyables qui se soit produite. Coproduite, d'accord? On rapporte qu'une parente de la victime, Jennifer Harris, a été placée en garde à vue au tribunal vendredi. Donc, selon Fox, de Detroit News, WX Week, Cedis, American Broadcasting Company, cette parente, possiblement la fille adolescente de Harris, aurait tenté d'introduire des couteaux dans la salle d'audience. Que cette parente a été placée en garde à vue, l'audience a dû être interrompue. Le rapport indique qu'après avoir vu les images de vidéosurveillance diffusées au tribunal, à savoir les images de l'accusé entrant prétendument dans ce McDonald's et attaquant Harris.
que ce membre de la famille est sorti du tribunal, est allé sur le parking et aurait saisi 2 couteaux dans une voiture. Elle était maintenant rapportée qu'un proche lui a arraché l'un de ses couteaux. Mais elle a réussi à retourner dans le tribunal avec un couteau et elle a été plaquée au sol par la police. Le procureur étudie désormais les accusations possibles dans cette affaire. Parlez-moi de cela dans le sens où, vous savez, la famille Harris est évidemment très émotive, surtout pendant ce genre de témoignage. Avez-vous déjà vu quelque chose comme cela se produire auparavant? Je n'ai jamais vu un cas où un membre de la famille de la victime est entré ou a essayé de faire entrer des armes dans un tribunal pour potentiellement blesser quelqu'un. Que ce soit le juge, l'accusé ou d'autres, je n'ai jamais vu cela. J'ai vu de nombreux cas, tout comme vous, où des victimes ou des proches de victimes étaient dans la salle d'audience et se sont jetés sur l'accusé, l'ont poursuivi ou ont été agressifs envers lui. Je pense par exemple à l'affaire Larry Nasser, où il y avait un des proches d'une victime. Je crois que le père d'une des victimes a essayé de s'en prendre à Nasser et que la police a dû le maîtriser. On a vu de nombreuses scènes de ce type, mais aucune aussi marquante que celle-ci. C'est utile, Jesse, de connaître aussi la taille de ce palais de justice. Le palais de justice à East Point est petit, il est exigu. Il n'y a qu'une seule porte d'entrée et de sortie qui passe par la sécurité. Une fois que vous avez passé l'entrée de sécurité, tout est à découvert. Et il y a essentiellement une seule salle d'audience, donc c'est un espace vraiment exigu, très encombré. Donc si quelqu'un est vraiment submergé par l'émotion après l'audience, je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Pour se calmer, il n'y a ni beaucoup de temps, ni beaucoup d'espace pour se permettre ou permettre à quelqu'un de relâcher son énergie. Le parking est très petit et exigu, juste à l'extérieur. Et donc, j'imagine à quel point les émotions de cette femme l'ont submergée et qu'elle a essayé de faire entrer des armes en douce dans le tribunal. Et encore une fois, si ce qui entend rapporter est vrai et que l'allégation est vraie, à savoir que c'était après avoir visionné les images de surveillance, je ne suis pas vraiment surpris. C'est un moment incroyablement difficile et chargé d'émotions. L'idée d'apporter non seulement une arme, n'est-ce pas? L'allégation porte sur un couteau. Il y a quelque chose de symbolique, non? Tu parles de Harris qui a été poignardé à mort, prétendument par Afeni Mohamed, que ce parent apporte essentiellement le même type d'arme. Le bureau du procureur va-t-il l'inculper ou inculper ce parent ici? Je ne connais pas la réponse, mais je pense qu'il y a une bonne chance. Si je devais deviner, je dirais non. Mais encore une fois, c'est juste du pile ou face. Écoute, apporter des armes dans un tribunal est extrêmement dangereux. Nous avons vu des cas de personnes apportant des armes à feu dans des tribunaux ou zones sécurisées. Mais un couteau est une arme offensive incroyablement personnelle, n'est-ce pas? Et j'ai regardé vos autres excellents reportages sur cette affaire. Et vous, ainsi que d'autres invités, avez parlé du fait qu'un couteau est une manière tellement intime d'essayer de blesser ou de tuer quelqu'un. Un juge pourrait aussi se retrouver pris entre deux feux. Cela aurait pu être un agent de sécurité, un procureur ou l'avocat de la défense du tribunal. Donc, quand vous apportez un couteau et que vous essayez de poignarder ou de blesser quelqu'un, oui, vous pourriez blesser d'autres personnes. Et je pense y a-t-il une possibilité d'inculpation poursuivable? Oui, le procureur pourrait dire, c'est la famille de la victime, je ne veux pas aggraver les choses. Elle est passée à autre chose. C'est du pile ou face dans tous les cas. Parlons de la vidéo de surveillance montrant Muhammad poignardant Harris, diffusée au tribunal. Le Detroit News rapporte que la famille Harris était à nouveau extrêmement émotive, mais c'est la mère de Harris qui se serait effondrée au sol. Je pense que cela montre juste le poids émotionnel de cette preuve. Mais quel sera son impact sur l'affaire judiciaire? Je veux dire, ce n'est pas tous les jours qu'on a des images d'un crime, soit sur le point d'être commis, soit en train d'être commis. Tu as tout à fait raison. On capture rarement le moment, n'est-ce pas? On voit souvent des situations où des gens entrent sur la scène d'un crime ou quittent la scène d'un crime. Ici, tu vois vraiment le crime. Donc, voir ton proche réellement tué, je veux dire, ces images ne te quitteront jamais. Elles hanteront hanter la famille de la victime. Je vais t'en donner un autre. Cela hantera aussi les jurés. Tu dois choisir un jury pour une telle affaire.
ils vont dire, tu vas leur dire, tu ne vas pas seulement entendre parler du meurtre, tu ne vas pas seulement entendre parler de ses conséquences ou de ce qui l'a précédé, mais nous allons vous le montrer. Vous allez réellement voir un meurtre. Nous regardons des choses comme ça à la télévision, dans les films, mais nous savons qu'elles sont simulées. Nous savons qu'elles sont jouées et qu'elles sont faites pour paraître réelles. C'est la réalité, vous verrez quelqu'un mourir en direct. Parlons maintenant des choses jouées. Mec, mon estomac, rien qu'à y penser, Jesse, assise ici, j'y réfléchis. Comment ça pourrait se sentir de regarder ça? C'est horrible, et c'est aussi horrible d'y penser. Tu sais, si ces accusations sont vraies, cette scène avec quelqu'un masqué et armé d'un couteau était vraiment terrifiante. C'est difficile à comprendre. Parle maintenant des éléments présentés au tribunal. Comment ne pas mentionner l'interview d'Afeni Muhammad avec la police? Laisse-moi t'expliquer rapidement. Après qu'on lui ait lu ses droits, elle signe apparemment une renonciation à ses droits. Et elle parle, semble-t-il, volontairement avec les détectives. Et c'est là qu'elle commence à en dire beaucoup. D'abord, elle parle du fait qu'elle s'est apparemment sentie harcelée par Harris, qui l'a forcée à pointer en sortant du travail. Elle l'a aussi accusée de propos racistes. Did she make you clock out or nothing? How many times? Once. It happened 6 minutes to 30 times this week. Third time this week? And can you tell me why do you think she's doing that? I think she was doing that because I had spoke up to her. Has this lady, has she been bullying you for a while, or is this just a 1 or 2 or 3 time? She's been bullying me for a while. Does she do that to other employees? She has been bullying. It was one of the girls she recently stopped messing with. Because now I guess I turned out to be what she wanted to bully, but she has been bullying her for a very long time. She played her little gangster music and she don't like how I play gospel music. She does next door me. Because I'm not like her, and she's always saying comments like, I thought you all supposed to look out for each other, saying thank her, and then she would say things to like other coworkers, and then the day before yesterday, she talked about me to one of the other coworkers. Et ensuite, elle avoue sans doute. Where'd Où you l'as-tu stab her? poignardé? I'm curious, and Did you want to kill her? yeah. Maintenant, si vous n'avez pas entendu cela, lorsqu'on lui demande « Voulais-tu la tuer ?» elle semble répondre « Oui ». Et tu sais quoi d'autre est fou? Lors de l'entretien, elle semble montrer au détective comment elle aurait poignardé Harris à plusieurs reprises. La zone du cou, la poitrine. Dire que c'est glaçant est un euphémisme. D'accord? Dire que c'est glaçant est un euphémisme. Et lorsqu'on lui a demandé comment elle s'est sentie après avoir poignardé Harris, What about now? Do you feel remorse or relief? Like you said, like, Do you feel bad about it, like remorseful that you did it, or you feel I don't relieved? feel like You feel relieved that you did it? I feel better. Feel better? Yeah, but I'm not a cold person. That's why it sounds crazy to understand that. I'm being honest. et mon Dieu, on souligne souvent que les interrogatoires de police peuvent vraiment nuire à un accusé. Est-ce que ça peut être pire? Non. C'est un Hiroshima ou un Nagasaki à l'échelle d'interviews terribles, dangereuses, horribles et lourdes de conséquences. Regarde, elle s'est mise dans une impasse. Le danger avec les réseaux sociaux, c'est que les gens parlent de leurs sentiments, ils sont tellement ouverts et partagent ce qu'ils ressentent. Et ils se permettent d'être à vif dans l'instant présent. Là, elle a dit, je vais faire ça et cette femme est ma cible. Et ensuite, elle le fait vraiment. Et ensuite, elle est arrêtée par la police et elle dit, voilà ce que j'ai fait. Je veux dire, à part elle-même, j'essaie, à part prendre un ruban rouge et le mettre sur elle en disant, voilà, procureur de l'État, je me suis offerte à vous comme prévenue. Je veux dire, elle s'est essentiellement emballée avec un nœud comme quelqu'un qui était coupable. Maintenant, je vais parler un peu de ce que son avocat de la défense a dit lors de l'audience préliminaire. D'accord? On va en parler, voir si c'était efficace, peut-être que ça donne un aperçu de la direction qu'ils vont prendre, on va en discuter. Laissez-moi citer Kamar Palepi, assistant du procureur du comté de Macomb, devant le tribunal. Je vais résumer la théorie principale de l'accusation. Regardez l'interrogatoire de la police. Je cite. « Aucune dispute ni conversation n'a eu lieu.
Lorsqu'on l'a interrogée, elle a admis qu'en entrant pour confronter Jennifer Harris, elle avait l'intention de la tuer. Et quand elle l'a fait, ce n'était ni dans un état maniaque, ni sous le coup de l'émotion. Elle est entrée calmement, bien préparée. Je reviendrai sur les propos de la défense dans un instant. Mais Neil, il dit essentiellement qu'il n'y a ici ni défense liée à la santé mentale, ni à l'émotionnel. Oui, il dit que cela correspond à la définition classique d'un meurtre prémédité, réfléchi et délibéré, qu'elle avait un mobile, qu'elle y a réfléchi, qu'elle est entrée qu'elle est entrée sur son lieu de travail avec un masque. Donc, elle a eu le temps de vraiment réfléchir et d'essayer de dissimuler intentionnellement son identité, qu'elle est entrée très calmement à chercher sa cible et a fini par attaquer sa cible. La personne même qu'elle a mentionnée dans la vidéo, et il n'y avait aucun signe d'aucune sorte. Elle ne pensait pas que cette personne soit une figure religieuse. Des hallucinations ou des personnages historiques ne lui parlaient pas. Il n'y avait pas de voix dans sa tête. Elle mettait à exécution le plan qu'elle avait annoncé sur son Instagram. Et ensuite, en le mettant à exécution, elle y a réfléchi, elle l'a prémédité, puis elle l'a accompli. Il s'agit d'un cas classique de meurtre au premier degré. Et s'il y avait un doute sur l'identification après tout ça, tu sais, hein, mets ça de côté. On doit parler du témoignage des témoins. C'était crucial lors de cette audience préliminaire car un témoin a témoigné. Deborah Macmillan, apparemment présente lors de l'agression présumée. Elle a dit que Muhammad était en colère car elle criait sur Harris pour l'avoir déconnecté, apparemment parce qu'il n'avait pas fait son travail. On l'accusait de jouer sur son téléphone et d'arriver en retard. Un ancien employé de McDonald's a aussi témoigné sur les propos de Muhammad à Harris. Je cite, elle était très irritée et a commencé « Tu m'as pointé sans me prévenir. On récolte ce qu'on sème. Tu ferais mieux de faire attention à toi, je reviendrai. » Un chauffeur de camion a témoigné qu'alors qu'il déchargeait une livraison, Muhammad est revenu au restaurant, a dit « Bonjour, je travaille ici », puis a sorti un objet de son sac. Et pour revenir à Macmillan, elle n'a pas vu l'agression présumée, mais a déclaré avoir vu quelqu'un courir en portant une citation. Vendredi 13, Mask a vu Muhammad avec un couteau. Il est arrivé devant le restaurant et a vu Harris allongé au sol, en sang. Et il a même essayé de lui sauver la vie d'ailleurs, en appuyant des serviettes sur les blessures par arme blanche. Et c'était vraiment déchirant. Apparemment, selon elle, Harris lui a dit alors qu'elle était en train de saigner. « Deb, s'il te plaît, ne me laisse pas mourir. » Maintenant, Neil. Même si l'identification n'est peut-être pas cruciale ici, il est intéressant d'entendre ces diverses descriptions. Et tu avais une collègue, Neil, qui a témoigné qu'elle savait que c'était Muhammad. Parce qu'elle a non seulement reconnu l'uniforme de travail sous ce sweat à capuche zippée que l'agresseur portait apparemment, mais elle a regardé les ongles de l'agresseur pendant qu'elle tenait le couteau. Et les ongles ressemblaient au gobelet McFlurry, avec le logo rouge et jaune de McDonald's. Et elle avait remarqué plus tôt ce matin-là que Muhammad portait ses ongles à thème et l'avait complimenté à ce sujet. Donc tu as tous ces témoins qui aident à l'identification, Neil. Tu as des preuves directes d'identification, c'est-à-dire des témoins oculaires qui l'identifient directement comme étant la personne. Tu as des preuves circonstancielles avant, pendant et après de personnes qui vont identifier des éléments ou des choses ou relier des indices qui ramènent à elle comme étant la personne responsable. Et les jurys sont informés que l'identification est toujours un enjeu. L'État doit toujours prouver l'identification, mais cette preuve prend deux formes, des preuves directes et des preuves circonstancielles. Dans ce cas, l'État dispose des deux. Si la défense tente de faire de cette affaire une question d'identification, ce sera une parodie de justice qui viendra s'ajouter à la tragédie. Il n'y a aucun moyen que quelqu'un puisse, de façon rationnelle, compétente ou raisonnable, soutenir qu'elle n'est pas celle qui a commis le coup de couteau. C'est tout simplement impossible. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas envisageable. Il y a beaucoup trop de preuves. Je vais maintenant vous faire écouter un extrait de son avocat, Joshua Jones. Il a aussi suggéré pourquoi l'accusation n'a pas réussi à prouver sa charge pour renvoyer l'accusé devant le tribunal. Il dit qu'à l'audience préliminaire, il manque de preuves et de motifs raisonnables. Pour le chef d'accusation de meurtre avec préméditation au premier degré, Jones semble plaider. Eh bien, il y a certains aspects de cela qui ne le montrent pas nécessairement. Elle a acheté un couteau ou porté ses vêtements avec l'intention de tuer.
Donc apparemment, on essaye de faire la distinction entre meurtre au premier et au second degré. Mais je ne veux pas que le tribunal ni que les faits laissent entendre que cela a été acheté dans ce but ou pour cet incident. C'est un masque à capuche, et encore une fois, je fais juste quelques identifications. Je ne veux pas dire... je clarifie certaines choses sur ce que nous avons entendu dans les faits. C'était évident que c'était une capuche zippée couvrant le visage. Ce n'était pas un masque acheté séparément pour cet usage, mais un ensemble, une tenue. Parce qu'on parle de la différence, au moins aujourd'hui, entre le premier et le deuxième degré. Il y a cette identification de la préméditation ou préparation qui vous conduit au premier degré. En ce qui concerne le deuxième chef d'accusation, port d'une arme dangereuse avec une intention illégale, John semble suggérer qu'il n'y a pas suffisamment de preuves que le couteau mesurait 3 pouces ou plus. Maintenant, pourquoi est-ce que cela a de l'importance? Parce que si vous regardez la loi dans cet état, elle dit qu'une personne ne doit pas, avec l'intention de s'en servir illégalement contre une autre personne, aller armé d'un couteau avec une lame de plus de 3 pouces de longueur, donc c'est clairement indiqué. Alors voici ce qu'il dit. La longueur de la lame doit dépasser 3 pouces. Et la seule chose que nous avions nécessairement de mademoiselle Macmillan, c'est que cela pourrait être entre 5 et 6. Et elle fait simplement référence à la taille du couteau. Oui, nous n'avons toujours rien de précis sur la lame. Neil, que penses-tu de ces arguments? On dirait qu'ils disent « je fais de mon mieux vu les circonstances ». Mais j'essaie de dire que l'accusation n'a pas rempli la charge de la preuve concernant ces éléments précis. Qu'as-tu pensé de ces arguments? Pas grand-chose. Et je n'ai rien contre son avocat. Pour reprendre une scène du loup de Wall Street, c'est une grenade, c'est ce que c'était. C'est une affaire impossible à perdre pour l'État. C'était comme une guerre impossible à perdre quand les États-Unis sont allés à la grenade. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y en a une. Ils peuvent essayer de faire un argument d'une certaine façon. Réfléchissez-y. Pourquoi portait-elle le masque? Pourquoi est-elle revenue? Pourquoi est-elle entrée par la porte de derrière au lieu de la porte d'entrée? Pourquoi a-t-elle dû s'identifier auprès d'un chauffeur de camion qui déposait des matériaux? Pourquoi a-t-elle dû s'identifier comme employée? Parce qu'elle se sentait mal à l'aise d'entrer avec le masque. On ne se présente pas au travail avec un masque. On ne se présente pas au travail. Et on ne passe pas par la porte de derrière. Au travail, tu n'as pas à expliquer ta présence, sauf si cela semble gênant ou étrange. Et tu veux pouvoir passer devant cette personne sans qu'elle t'arrête. Je n'y attache pas d'importance. L'avocat fait de son mieux avec les faits dont il dispose. Si son argument et si l'argument de l'avocat en sa faveur est, eh bien, elle est retournée pour affronter la victime et n'avait aucune intention malveillante ou nuisible. Et puis, pendant cette conversation, les choses ont simplement dégénéré. Elle s'est laissée emporter par la chaleur du moment et ça l'a submergée et elle a fini par perdre le contrôle de ses émotions de façon incontrôlable. C'est leur argument pour dire que ce n'était qu'un meurtre au second degré, non? Ce serait leur argument. Mais les faits contredisent cela. L'Instagram, la publication, le fait qu'elle soit allée là-bas, le masque. Je me fiche que le couteau fasse 3 pouces, 3 pieds ou même 1/4 de pouce. Le fait est que vous pouvez être accusé de différents crimes dans le Michigan pour port d'une arme, même si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser illégalement contre quelqu'un. Vous pouvez quand même être poursuivi pour port d'armes dissimulé. Ou même si cette accusation tombait, ce n'est pas décisif. Cela ne représente pas vraiment une victoire pour l'État. C'est comme gagner, c'est comme marquer un touchdown dans la dernière minute d'un match. Quand vous avez déjà perdu, que vous êtes mené 99-0, ça ne change pas grand-chose. La réalité, c'est que même si cette accusation était abandonnée, elle a quand même apporté une arme et l'a utilisée contre quelqu'un sur son lieu de travail. Je ne prête pas beaucoup d'importance à ces arguments. Je pense que l'avocat essaie. Il fait de son mieux face à une situation vraiment très mauvaise et une main défavorable. Et regardez, c'est peut-être un aperçu de ce qu'il pourrait essayer de plaider. Parce que, voyez-vous, en ce qui concerne le meurtre au second degré dans le Michigan, cela englobe tous les autres types de meurtres. Et il cherchant vraiment à déterminer quelle devrait être la peine. Oui, vous savez, cela pourrait relever d'un meurtre au second degré, puni de la réclusion à perpétuité. Mais il est aussi précisé, ou toute peine damnée selon la décision du tribunal, c'est bien cela. Il y a donc plus de marge pour une peine réduite
C'est pourquoi il cherche le second degré ou envisage cette option. Mais au fait, très rapidement, le témoignage de ce témoin, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Le chauffeur de camion se cliant au drive-in qui aurait sorti une arme et poursuivi l'agresseur. Et apparemment, Mohamed a même témoigné que la capuche est tombée pendant qu'il la poursuivait. Il a vu son visage. Quoi qu'il en soit, il la rattrape, la menace, et elle aurait dit « J'ai un petit frère pour qui vivre ». Selon lui, elle a dit cela. Ils m'ont constamment harcelé. Neil est aussi un témoin clé que je n'avais pas évoqué. Je veux dire, je ne sais pas combien de clous dans le cercueil on peut identifier, mais il y en a. There are 15, 20. Chacun de ces éléments est une preuve décisive contre l'accusé. Écoutez, nous, c'est les avocats de la défense, nous avons parfois des faits très défavorables et notre travail, que cela nous plaise ou non, que nous aimions les faits de l'affaire ou non, c'est d'essayer de défendre l'accusé du mieux possible. Nous avançons des arguments qui, selon nous, mettront au moins à l'épreuve le dossier de l'État. Et donc, je ne trouve pas que la plupart des preuves dont nous avons discuté jusqu'à présent, Jesse, soient très favorables à l'accusé. Ils peuvent chercher de petits détails ici. Et je n'aime pas critiquer Jesse, mais c'est une affaire difficile à défendre. Je n'envie pas du tout son avocat. Mais parlons de ce qui s'est passé. Donc la juge en chef, l'honorable Kathleen J. Galen, a pris une décision. Alors qu'a-t-elle déterminé concernant le motif probable? Y en a-t-il assez? Eh bien, d'abord en ce qui concerne le meurtre avec préméditation au premier degré, elle a dit « La victime gisait dans une mare de sang présentant de multiples blessures par arme blanche suite à un homicide criminel. Un responsable, alerté par du bruit, a trouvé Harris au sol en train de saigner. Il y avait intention et préméditation. Mohamed a dit en interview qu'elle était partie, en colère car son patron l'avait pointée. Elle est allée au parc, a prié et réfléchi à ses torts. Elle a reconnu posséder ce long couteau de chef. Le couteau dépassait 3 pouces. Le juge a déclaré que les preuves montraient qu'elle voulait la mort de Harris. Je ressentais le désir qu'elle meure. Pendant l'entretien, Mohamed a montré comment le coup de couteau s'est produit. Elle a ses ongles, ce qui reste une forme d'identification. Et tout cela démontre une réflexion froide. Elle retourne au McDonald's, exécute un plan avec capuche et masque. Selon un témoin, c'est comme un masque de Jason ou une autre cagoule. Les preuves sont largement suffisantes. Kafeni Mohamed, l'a prévenu, a tué la victime. Jennifer Harris, avec préméditation. L'accusation a prouvé sa charge et poursuit. Chef d'accusation 2, port d'une arme dangereuse avec intention illégale. Le juge précise que la prévenue avait un long couteau de chef et a reconnu l'avoir apporté pour poignarder la victime. Elle a poignardé la victime et il a été établi qu'il existait des motifs raisonnables de croire qu'elle portait une arme dangereuse avec l'intention de l'utiliser illégalement. Le ministère public a rempli sa charge de la preuve à ce sujet. Donc, en d'autres termes, pour les 2 chefs d'accusation, l'affaire est renvoyée devant la cour de circuit pour la suite de la procédure devant un autre juge. Neil, parle-moi de ça. Le seuil de preuve c'était plus bas ici. Ce n'est pas surprenant que le juge ait statué de cette façon, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas surprenant. L'audience préliminaire dans le Michigan exige simplement qu'il y ait une cause probable établie pour soutenir une accusation. C'est la charge de preuve la plus faible. Nous sommes loin du doute raisonnable, d'une preuve claire et convaincante, et même d'une prépondérance de la preuve. Ils n'ont pas à le prouver. Il suffit qu'il soit plus probable qu'improbable qu'elle soit coupable de ces crimes. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de montrer qu'il existe des éléments de preuve pour avoir des raisons de croire qu'elle est coupable de ces infractions. Ainsi, la charge de la preuve est faible. Je pense que le procureur a surtout exposé les faits pendant l'audience. Il nous a donné un aperçu de ce à quoi vont ressembler les faits. Et vous pouvez imaginer, il y a des affaires que nous avons vues où un procureur expose son dossier devant le tribunal de district. Il tente de répondre à cette faible exigence, mais la franchissent à peine. C'est vraiment, ils y arrivent de justesse. Et on commence à imaginer à quoi va ressembler le procès, parce qu'on ne voit pas comment ça pourrait être beaucoup mieux que ça. Mais dans cette affaire, non seulement le fardeau a été levé, ce faible fardeau, mais on regarde et on se dit, d'accord, si c'était la seule preuve que l'État présentait lors d'un procès, est-ce que ce serait une affaire convaincante qu'elle avait prémédité? En d'autres termes, elle y a réfléchi, elle y a pensé, même plus d'une seconde, qu'elle a réfléchi à ce qu'elle allait faire et qu'elle a délibéré à ce sujet, qu'elle a eu le temps de réfléchir et d'y penser.
Et donc la réponse est que même si c'était le dossier de l'État, je pense qu'ils auraient un. Même si la charge de la preuve n'était satisfaite qu'au tribunal de district, cela resterait probablement une affaire très convaincante lors d'un procès. L'affaire est maintenant devant la cour de circuit du comté de Macomb. La mise en accusation est prévue en décembre. On verra si un procès aura lieu. Il y aura évidemment des requêtes qui seront déposées au préalable, mais cela, de toute évidence, passe à l'étape suivante. C'est une situation troublante et triste. Merci Neil Rokhan pour votre temps, heureux de vous voir. Merci mec, j'apprécie vraiment. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis GC Weber. À la prochaine.